Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TLT pour votre journal en direct et à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi, ce qui ressemble à un règlement de compte ce matin à l'Union. Un homme abattu en pleine rue, on fait le point dans un instant. Philae s'est réveillé, le robot qui ne donnait plus signe de vie depuis son atterrissage rocambolesque sur la comète Chury en novembre dernier, nous donne enfin de ses nouvelles. Enfin, à quelques semaines de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, quel avenir pour les conseils économiques et sociaux à Toulouse et à Montpellier? On a posé la question à notre invité Jean-Louis Chauzy, le président du Césaire de Midi-Pyrénées. Mais tout d'abord, et alors que s'ouvre à Paris la 51e édition du Salon du Bourget, le rendez-vous incontournable de l'aéronautique mondiale, Airbus a annoncé aujourd'hui le décès de l'un de ses plus célèbres pilotes d'essai, Jacques Rosay, à l'âge de 66 ans. Le 27 avril 2005 à 10h29, Jacques Rosay avait été le premier pilote à faire décoller l'A380 sur les pistes de Toulouse-Blagnac, aux côtés de son collègue Claude Lelay, invité sur tous les plateaux télé, dont celui de TLT. Jacques Rosay avait ensuite raconté son histoire dans un livre aux commandes de l'A380 en 2007. Airbus a décidé de lui dédier tous les vols de démonstration de cette première journée au Bourget, et ce du week-end ouvert au public. Voilà, et le salon du Bourget qui démarre plutôt bien. Côté affaires cette fois-ci pour Airbus, à peine les portes du salon ouvertes, les commandes ont commencé à tomber pour l'avionneur européen. La compagnie saoudi-arabienne a signé pour 20 A330-300 régionales. Il s'agit du premier contrat pour cet appareil et 30 monocouloirs A320 Neo pour un montant d'environ 8 milliards de dollars. Nous sommes revenus sur la bonne santé du secteur aéronautique avec notre invité de ce soir, Jean-Louis Chauzy, le président du Césaire Midi-Pyrénées. Il s'est exprimé également sur la fusion des deux régions et l'avenir de votre chaîne locale. Entretien enregistré cet après-midi. Jean-Louis Chauzy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au 1er janvier 2016, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne feront qu'une seule et même région. Qu'en sera-t-il des Césaires? Qu'est-ce que ça implique pour le Césaire ici en Midi-Pyrénées à Toulouse? Il y aura une seule région, il y aura un seul conseil économique, social, environnemental régional. Il appartient au gouvernement d'en décider. Nous avons proposé que par décret, il fusionne les deux conseils économiques et sociaux régionaux pour n'en faire qu'un, pour délibérer sur le prochain budget de la nouvelle région. Il sera basé où? Alors, nous allons débattre jeudi matin au Assemblée plénière. Nous sommes saisis pour avis consultatif sur le siège provisoire de la future région, mais on répondra aussi à la question qui ne nous est pas posée. Nous nous prononcerons aussi pour le siège définitif. Nous souhaitons que le siège des deux assemblées régionales soit au lieu du siège de la région. C'est-à-dire à Toulouse? Ça sera forcément Toulouse. Quels sont vos arguments de bataille dans ce dossier? Le Code général des collectivités territoriales explique depuis 35 ans que le Césaire doit être là où est logée la région. D'accord. Et je vois même un Premier ministre arriver à Toulouse, le Chinois vient au mois de juillet, et si on dit l'adresse de la région, c'est pas Toulouse et même Montpellier, il ne comprendra pas. Donc le préfet de région sera à Toulouse, la région et les services généraux aussi. Il faut que le CS puisse parler au quotidien à la région et à l'État. Et qu'est-ce que ça implique finalement pour vous, donc président du Césaire Midi-Pyrénées, en termes d'activité? Ça va changer quand même beaucoup de choses. Alors ça va être beaucoup plus compliqué de délibérer à 213 membres, ça sera le chiffre provisoire pour un an. Et après, il faudra se préparer par la négociation à la nouvelle recomposition du Conseil économique. Je pense que nous serons moins nombreux, que l'État arbitrera pour que le nombre de membres du CES se rapproche de celui de la région. Parce que la région Languedoc-Roussillon, bien que complémentaire de Midi-Pyrénées, est tout à fait différente, n'a pas les mêmes forces, les mêmes capacités, elle ne repose pas sur les mêmes arguments, j'allais dire. Chacun a des atouts, nous avons des complémentarités, mais la carte faite par l'INSEE le 29 avril 2015 est claire. L'industrie est au nord, les services sont au sud. Il y a comme emblématique la viticulture qui est la première force de frappe du Languedoc. Alors il va vous falloir bouger un petit peu sur Montpellier quelques jours par semaine vraisemblablement. Oui, mais ça ne sera pas une punition. Ça n'est pas une punition. On va parler aéronautique, Jean-Louis Chauzy, puisque c'est la 51e édition du Bourget qui a démarré aujourd'hui avec un horizon plutôt dégagé pour Airbus. Tout se passe bien, carnet de commandes rempli sur les 9 prochaines années, tout comme son principal concurrent Boeing. Pour autant, quelques nuages au niveau des bureaux d'études, tant chez Airbus que chez les sous-traitants, puisqu'il n'y a pas de nouveau programme dans les tiroirs. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut anticiper ces pertes d'emplois? Parce que Tom Enders l'a annoncé il y a déjà 2 ans, 5000 suppressions de postes à l'horizon 2020 dans les bureaux d'études. Alors, la prévention, c'est mieux que les mesures de chirurgie qu'on doit prendre après. Les annonces faites il y a 3 ans par Tom Enders et Fabrice Brégier auraient dû inciter l'État et les collectivités, dont la région,
à faire un tour de piste avec les acteurs économiques et sociaux, les syndicats, sur ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce que demandent les syndicats, hein, la tenue de table ronde. Comment gérer par la formation, la mobilité. Il y a des collaborateurs des bureaux d'études qui sont déjà partis dans l'industrie automobile, qui a un regain industriel, remet des emplois, ressort des nouveaux modèles pour se repositionner. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes compétences, l'automobile et l'aéronautique. Non, mais pour l'ingénierie, bureau d'études, travail informatique ou numérique, ça a du sens. Donc la région prenant la compétence orientation, c'est ce qu'elle devrait faire, c'est toujours ce qu'elle doit faire. Pourquoi est-ce qu'elles ne se tiennent pas, ces tables rondes? C'est ce que demandent les salariés des bureaux d'études depuis 2 ans maintenant. Le problème en France, c'est on n'est pas un pays qui est au top sur le dialogue économique et social, et notamment au niveau territorial. On fait de la réunionite aiguë, surtout. Oui, on n'en fait pas du tout. Donc la concertation, c'est pas simplement de tutoyer les syndicalistes. Au chef d'entreprise, savoir travailler ensemble, ce que dans tous nos avis nous rappelons, et comme la région prendra la compétence orientation et formation au 1er janvier 2016, autant s'y préparer par anticipation. Est-ce que vous allez appuyer dans ce sens? Oui, je le dirai au président de région sur le stand d'Aerospace Valley mercredi. Alors une toute dernière question, cette fois-ci concernant les médias, parce que vous vous intéressez de près et vous êtes attaché à l'importance du média local, je le sais. Le 3 juillet prochain, le tribunal de commerce de Toulouse prendra sa décision concernant TLT. On va vraisemblablement vers une liquidation totale à moins d'un miracle, d'un repreneur éventuel. Comment est-ce que vous regardez tout cela, Jean-Louis Chauzy ? Je suis attaché à la liberté de la presse, d'opinion, au pluralisme. TLT a une belle histoire, un ancrage territorial. Et j'aurais du mal à comprendre que la 4e ville de France, 4e métropole française, l'aire urbaine, 1 250 000 habitants, ne puisse pas avoir, en partenariat avec d'autres, avec la région, pourquoi pas le conseil départemental, un plan de sauvetage de TLT pour pérenniser son ancrage. J'étais à Montpellier pour préparer la nouvelle région. Et à l'hôtel tard, le 5 juin au soir, j'ai regardé les chaînes locales. Je suis tombé sur une chaîne locale à Montpellier. Montpellier, c'est important. C'est important. Donc il y a une place ici. Il y a que 500 000 habitants, nous on a le double. Bien sûr. Donc vous dites qu'il y a une place qui est importante et c'est essentiel. Il peut y avoir un fonctionnement en réseau, y compris avec le grand voisin qui est France 3. Pour permettre un ancrage territorial. Alors, à votre avis, Jean-Louis Chauzy, pourquoi est-ce qu'on soutient TV7 Bordeaux? Alain Juppé soutient sa télé, Martine Aubry soutient sa télé à Lille, Lyon a également sa télévision locale, Montpellier, vous venez de le dire, et pas Toulouse. Ce sont des choses qui m'échappent un peu. Je comprends toutes les contraintes budgétaires qui sont une réalité pour tout le monde. Et je regrette que le dialogue, là aussi, soit insuffisant pour permettre un sauvetage. Alors, c'est pas trop tard, je reposerai la question aux protagonistes, mais TLT devrait être sauvé. Merci, Jean-Louis Chauzy. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, un homme abattu ce matin en plein jour dans la commune de l'Union. L'opération ressemble à un règlement de compte. Les explications de Marie Larpent tout de suite. Il est 8h10 ce matin quand Stéphane Arcangeli, au volant de sa camionnette blanche, s'arrête à un feu rouge avenue de Montlouis, en bas de l'Union. Un homme casqué s'approche et tire avec une arme de poing à 6 reprises à travers le pare-brise de son véhicule. Au moins 4 balles touchent la victime. Le tireur prend ensuite la fuite sur un scooter conduit par un complice. Stéphane Arcangeli se rendait à son travail dans la commune de l'Union. Il était connu de la justice. Il était placé sous surveillance électronique dans le cadre d'une condamnation à 22 années de réclusion criminelle prononcée à son encontre par la Cour d'assises du Tarn le 16 février 2007. Cette condamnation avait été prononcée pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis de mort. Une autopsie aura lieu demain. Pour l'instant, les nombreux témoins de la scène sont entendus. Une enquête de crime flagrant est ouverte et aucune hypothèse n'est exclue ni privilégiée. On va prendre de la hauteur à présent avec cette bonne nouvelle qui nous vient de l'espace. Philae s'est réveillé. Le robot avait atterri de façon rocambolesque le 12 novembre dernier sur la comète Chury. Depuis, il n'avait émis aucun signal et les tentatives pour le réveiller depuis le CNES de Toulouse étaient restées vaines jusque dans la nuit de samedi à dimanche où il a enfin émis un signal idem la nuit dernière où le contact a même pu être établi. Pascal Soler.
Philae a reconstitué ses batteries éteintes depuis le 15 novembre dernier. Équipé de panneaux solaires, faute d'un ensoleillement suffisant pour lui permettre de retrouver de l'énergie, Philae était entré en hibernation. À présent que la comète Chury se rapproche du Soleil, Philae capte davantage de chaleur et de lumière. Les premières données reçues indiquent que la température interne est de moins 35 degrés. L'ordinateur de bord peut donc travailler de façon autonome. Autre information en matière d'énergie, le robot dispose de 24 watts, alors qu'il en faut juste 19 pour pouvoir émettre un signal. Ces premières nouvelles sont plus que satisfaisantes, mais la communication entre Rosetta, l'orbiteur qui envoie les données sur Terre, et Philae est encore de trop courte durée. Aussi, le CNES et les pilotes de l'ESA en charge de Rosetta sont en discussion pour essayer de rapprocher l'orbiteur de la comète et donc de Philae. Opération très délicate en raison des nombreuses poussières émises par Chury qui pourraient faire perdre le contrôle de Rosetta. Il faudra probablement 1 à 2 semaines encore pour reprendre la main sur Philae et lui faire faire des travaux de science et activer ses différents instruments. L'une des principales missions de Philae est de forer la comète pour atteindre son noyau afin de savoir quelle est la composition exacte de la matière organique qu'elle renferme, le but étant d'apprendre comment sont nées les origines de la vie sur Terre. Voilà, Aérospace spécial Philae cette semaine à ne pas manquer sur TLT. Allez, un mot de sport et un hommage pour terminer ce journal avec cette aide d'honneur faite à Guy Novès vendredi, salle des illustres au Capitole. Vous le voyez sur ces images. Hommage au plus beau palmarès du rugby français. Vendredi à 18h30, le maire de Toulouse a remis la médaille de la ville à l'ex-manager général du Stade toulousain. Jean-Luc Moudinque a d'ailleurs proposé qu'une place de la Ville Rose soit dédiée à Guy Novès. On écoute le futur sélectionneur du 15 de France. Il revient avec émotion sur cette fin de parcours toulousaine et sur l'hommage qui lui a été rendu. Je suis tellement ravi de voir ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces années, les voir ce soir, un vendredi soir, ne pas être parti en week-end ou en vacances, mais ça, évidemment que ça me touche. Et déjà, me voir en photo 2 mètres sur 3 ou 4 sur le Capitole, c'est quelque chose, une surprise énorme. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis mort. J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée d'un coup, alors qu'en fait, j'espère qu'elle va continuer à durer. Et j'espère pouvoir rendre cet honneur à notre ville en servant maintenant l'équipe de France avec toute ma force et avec les personnes qui vont m'entourer, bien sûr. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.